ouvrir cette table ronde. Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors, dans la presse, juste pour faire une petite introduction rapide, un petit chapeau, dans la presse de ces derniers jours, d'ailleurs, vous n'avez pas dû le manquer, c'était le télétravail qui est à la une avec les patronats et les syndicats qui en ce moment négocient une actualisation de l'accord de 2005, mais Charlotte, vous allez sûrement nous en parler, avec la définition des métiers qui sont télétravaillables, parce qu'ils ne sont pas tous télétravaillables, les questions du travail occasionnel ou régulier, la nécessité de revoir l'organisation du télétravail. Alors rappelons simplement, pour avoir quelques chiffres, qu'au pic de mars, le télétravail a concerné 8 millions de salariés, soit environ 33% du total, et 400 000 aussi, ceux-là on les oublie, dont je fais partie aussi, des non-salariés, 400 000 non-salariés, d'ailleurs j'imagine tous les trois, d'ailleurs Jean-Charlotte en l'occurrence et Richard, puisque nous étions en télétravail, qu'il y ait les entreprises comme PSA qui généralisent le télétravail et cette pratique avec seulement 1,5 jours de présence au bureau. Alors si on donne un point un peu plus différent, un point de vue différent, c'est que IBM d'ailleurs, qui a commencé le télétravail en 2009, ben, eux ils reviennent en arrière puisqu'ils sont en train de redemander à tous les collaborateurs de revenir dans les bureaux, et ça pour cause de manque d'interaction et baisse de rythme, mais on va en reparler. Qu'en 1980, pour rappeler qu'un salarié avait 18 mètres carrés d'espace, en 2019, 11 mètres carrés, et puis aujourd'hui, c'est presque plus d'espace puisqu'il ne va plus y avoir de bureaux, et que 93% des DRH estiment que le télétravail va bouleverser le management en entreprise. Alors, chers conférenciers, une question que je vais vous poser, est-ce qu'on peut dire, comme le sociologue Bruno Latour, que les télétravailleurs sont ces nouveaux Touaregs du tertiaire? Ils élisent leur domicile toujours plus loin du lieu de travail, et donc il faut contrôler le lieu de travail pour assurer la santé, la productivité de ces télétravailleurs et la sécurité informatique. Alors, et comment le faire? Ben voilà, c'est la question de cette table ronde. Alors voilà, qui est-ce qui peut commencer pour répondre à cette question? Les télétravailleurs, les nouveaux Touaregs du tertiaire. Charlotte? Alors, je vais Peut-être commencer. peut-être Bonjour à tous. vous pouvez faire un petit tour de table aussi pour vous présenter, oui. Alors, Charlotte Michaud, donc avocat associé au sein du cabinet Flichy-Granger, avocat, et nous sommes spécialisés en droit du travail, droit de la sécurité sociale. Et évidemment, on a été mobilisés sur ces questions de télétravail plus que d'ordinaire en raison du confinement, où on a eu du télétravail forcé pour grand nombre de salariés. Et donc, ce sont des dispositifs pour lesquels on accompagne les entreprises, aussi bien dans la négociation que dans les chartes, et les aspects très pratiques, effectivement, de santé, sécurité, puisque ça va être aussi les grandes questions de demain, puisque le télétravail se généralise de plus en plus. Alors, peut-être pour répondre à votre question, juridiquement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que de manière très, très curieuse, le texte nous dit que les télétravailleurs ont les mêmes droits que les salariés qui travaillent dans les locaux de l'entreprise. Donc, c'est effectivement formidable d'avoir les mêmes droits, sauf que travailler à domicile, ce n'est pas la même chose que travailler dans les locaux de son entreprise, puisqu'évidemment, les normes sécuritaires ne sont pas les mêmes et ne peuvent pas être les mêmes, puisque dans le domicile, c'est la sphère privée du salarié, et l'employeur ne peut pas s'y introduire sans l'accord du salarié. Donc, ce qui fait poser effectivement les questions en termes de sécurité. Et notamment, on porte tout de suite aux normes électriques, aux normes techniques, au confort du salarié, puisque l'employeur ne peut pas contrôler au quotidien comment son salarié travaille chez lui. Et donc, ce sont des aspects qui sont pris en compte dans le cadre des négociations avec les partenaires sociaux pour accompagner le mieux possible, et surtout veiller à ce que le télétravailleur soit dans de bonnes conditions de travail et qu'il y ait moins de risques possible, en tout cas de risques professionnels. Oui. Donc, ce sont vraiment des points importants. Jacques Léchelet, donc vous, pour vous présenter rapidement, donc vous êtes à l'INRS, et donc vous avez sorti un guide, vous avez été responsable de l'édition d'un guide sur le télétravail. C'est bien ça, effectivement. Nous sommes, l'INRS participe à aider les entreprises à identifier les risques professionnels pour pouvoir mettre en place les mesures de prévention. Donc moi, je m'occupe plus particulièrement des effets de l'organisation du travail, et en particulier du télétravail, sur la santé
et la sécurité des travailleurs. Alors, le télétravail est un secteur qui, jusqu'à aujourd'hui, a une faible sinistralité par rapport à d'autres formes d'activité, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, et des risques qui ont des conséquences pour la santé des salariés, mais aussi pour la responsabilité de l'employeur, puisque l'employeur reste responsable de la santé et sécurité de son salarié, même s'il est à son domicile. Et donc, il y a permettre, en identifiant ces risques, qui sont bien plus importants lorsque le télétravail dure, comme aujourd'hui. C'est plus effectivement, il y a plus de risque effectivement de rester 3, 4, 5 jours à domicile qu'une seule journée. À partir de l'identification de ces risques, l'entreprise pourra mettre en place les mesures de prévention pour garantir la santé et sécurité des travailleurs. Oui, qu'est-ce que vous avez identifié, vous, finalement, les NRS comme principaux risques pour les télétravails? Alors, il y a deux types, deux grandes classes, hein, sans être exhaustif, de risques. Ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, les TMS, qui sont liés à la plus grande sédentarité des télétravailleurs, le fait qu'ils bougent beaucoup moins devant leur écran. Mais troubles musculo-squelettiques, il peut aussi avoir des origines liées à l'organisation. Et puis, il y a une deuxième catégorie qui sont les risques psychosociaux, qui sont dus à l'isolement, par exemple, au manque de soutien social des collègues, à la difficulté d'organiser son propre travail, au risque aussi de dépasser les horaires, du développement d'addiction aussi, hein, du fait de l'isolement. Enfin voilà, il y a un certain nombre de risques qui existent. Oui, alors et justement, donc pour finir ce tour de table, Richard Morin, donc pour la Fédération des diagnostiqueurs, la FIDI, aujourd'hui, vous réfléchissez à mettre en place un diagnostic pour faire en sorte d'assurer tout au moins la sécurité. Vous ne serez peut-être pas sur tous les aspects de ce sujet qu'on vient de développer, mais en tout cas sur l'aspect sécuritaire. Voilà, bon, bonjour à tous. Et, merci d'engager ce dialogue parce que je pense que c'est un sujet important qui va prendre de l'ampleur, qui va peut-être évoluer. Et du coup, effectivement, nous, donc à la FIDI, on a un groupe de travail spécifique qui s'attelle en ce moment à essayer de rédiger par rapport à ce qu'on peut vivre, par exemple, avec le DUER, le document unique d'évaluation des risques, d'essayer de rédiger un petit référentiel qui serait un référentiel demain qui pourrait être applicable auprès des salariés travaillant en télétravail. Bien sûr, avec leur accord, on sait bien qu'il y a des choses qui sont quand même très, très particulières, mais il y a quand même une responsabilité du chef d'entreprise à ce que son salarié, au moment où il est en télétravail, dans les mêmes conditions que lorsqu'il est sur son emploi classique, à son bureau, donc en télétravail, il a la même responsabilité. Donc, peut-être une inquiétude qui pourrait être levée auprès des chefs d'entreprise pour avoir la certitude que leurs salariés ne courent pas des risques ou des dangers. Donc voilà, donc le travail qu'on a entamé concerne bien sûr la partie électrique, qui est déjà, entre autres, un peu précisée et faite, mais ne pas se cantonner qu'à la partie électrique. On peut avoir des dysfonctionnements sur l'installation de gaz ou bien sûr rentrer aussi dans l'ergonomie du poste de travail. Ça fait partie aussi de ces sujets que nous travaillons en ce moment. Donc, accompagné d'une personne qui est un peu spécialisée dans la rédaction de ces documents uniques d'évaluation des risques qui sont obligatoires pour chaque salarié. Oui, ça veut dire que le diagnostiqueur rentrerait dans le logement du collaborateur, du salarié en l'occurrence. Absolument. Ouais. Non, avec son accord. Oui, Voilà. alors voilà, le débat commence. Voilà, en termes de Charlotte Michaud, en termes de retour d'expérience, effectivement, est-ce que finalement l'employeur peut imposer de rentrer dans le logement du salarié parce que finalement c'est pour sa sécurité, son bien-être aussi et sa santé. En soi, non, puisque c'est son domicile, donc c'est sa sphère privée. L'employeur ne peut pas d'office imposer la visite de tiers, que ce soit un
diagnostiqueur ou d'un représentant de l'employeur, ou voire même deux représentants du personnel qui viendraient s'assurer de la conformité du lieu de travail qui est à domicile. Donc, en tout état de cause, il faut l'accord du salarié. En pratique, ce qu'on observe, c'est dans de nombreux cas, hein, c'était souvent les employeurs, pour s'assurer que le domicile était au minimum aux normes techniques ou électriques, c'est une attestation, hein, c'est ce qu'on voit le plus régulièrement dans les accords collectifs, c'est une simple attestation du salarié, mais évidemment qui n'est pas spécialiste, hein, donc ce qui peut peut-être limiter un peu la portée de l'attestation. D'autres accords un peu plus élaborés et notamment dans les grands groupes proposent aux salariés la possibilité justement de recourir à un diagnostic par des spécialistes, par des professionnels, mais là c'est évidemment avec l'accord du salarié. Alors, ce qu'on voit également pour s'assurer de la sécurité et être sûr que le salarié est dans un environnement aux normes et confortable, c'est le télétravail qui est volontaire, hein, donc qui ne peut pas être imposé au salarié, ne peut pas être imposé à l'employeur. Certains le conditionnent à un environnement conforme, c'est-à-dire que si le salarié n'est pas en mesure, par une attestation ou par un diagnostic extérieur, de confirmer que son domicile est aux normes et qu'il peut assurer un environnement confortable et sécurité, à ce moment-là, l'employeur peut parfaitement refuser le télétravail. Oui, donc il peut y avoir ce que vous dites, il y a une négo Voilà. qui s'installe, c'est-à-dire que tu peux télétravailler, là je résume rapidement, tu peux travailler sous condition de laisser une personne rentrer pour venir vérifier que Voilà. c'est Alors, conforme. c'est évidemment, c'est pas dit comme ça, mais l'idée, si un salarié demande le télétravail, notamment régulier, comme vous le dites, la Ouais. question doit se poser plus pour le télétravail régulier, soit télétravailler 3 jours ou toute une semaine. À ce moment-là, l'employeur pourra dire oui, mais donne-moi une attestation ou une assurance que ton domicile, ton lieu de travail à domicile est conforme. Si tu ne fais pas, cette condition n'étant pas remplie, l'employeur peut dire non. Et là, c'est une raison objective. Oui, Jacques Lechelet sur le télétravail, vous parliez aussi d'équilibre entre vie perso et vie pro. Est-ce que votre guide fait état des lieux de ces sujets-là? Et en tout cas aussi, on peut parler de respect des horaires, et puis on va parler aussi, Charlotte, du contrôle du temps de travail. Alors c'est vrai que l'environnement matériel et l'installation du télétravailleur sont essentiels sur la bonne réussite du télétravail et sur son impact sur sa santé. C'est vrai que c'est très difficile de séparer vie professionnelle, vie personnelle lorsqu'on habite dans un studio et qu'on va télétravailler sur la table du salon. Oui. Donc, ce point-là est essentiel. Donc, pour effectivement pouvoir mettre en place, enfin, avoir cette séparation vie personnelle, vie professionnelle, il faut aussi, il y a des conditions matérielles qui peuvent aider effectivement cette séparation, même si dans tous les cas, elle est très, très difficile. Oui. Sur l'aspect gestion des horaires, là aussi, c'est un point extrêmement important. Ce qui est conseillé, c'est d'avoir la même organisation du travail que lorsqu'on va au bureau. Mais dans les faits, les télétravailleurs vont parfois dépasser le soir en se disant ils se sont accordés un peu de temps dans la journée et finalement, à la longue, il peut y avoir il y a un risque de dérive qui peut, lui, complètement empiéter sur la vie personnelle. Oui, mais et donc dans le guide, qu'est-ce que vous conseillez? Parce que finalement, il faut avoir aussi de l'espace pour pouvoir télétravailler. C'est-à-dire comment on fait quand on n'a pas cet espace-là? Alors, enfin, nous sommes dans une situation vraiment particulière aujourd'hui avec un télétravail qui dure et on ne peut pas le comparer avec le télétravail mis en place par des accords ou des chartes dans les entreprises. Les solutions, parfois, dans des cas où le logement est beaucoup trop petit, ça peut être les tiers-lieux, effectivement, comme les Ouais. espaces de coworking, où là, le salarié va retrouver une ambiance de travail, une ambiance professionnelle qui va l'aider à se déconnecter complètement, enfin partiel, le plus possible de sa vie personnelle.
Ouais. Richard Morin, pour les diagnostiqueurs, quand on regarde le temps que vous estimez pour faire un diagnostic télétravail, ça serait quoi à peu près le temps où on reste chez le salarié? Et puis, si on met ça en vis-à-vis d'un coût, bon, on va pas rentrer dans les chiffres proprement dit, mais c'est quoi à peu près l'épaisseur pour donner une épaisseur du trait? Et puis, est-ce qu'il y a aujourd'hui des entreprises, des grands groupes qui vous demandent de faire ce type de diagnostic? Alors, l'évaluation pour l'instant, il faut qu'on reste sur un diagnostic abordable. Donc, on estime entre 30 et 45 minutes à peu près d'intervention pour rester sur une intervention qui, pour moi, devrait être plus ou moins autour d'une centaine d'euros, à peu près. Hein. Mais attention, pour l'instant, on n'est pas encore à ce stade de discussion, hein, mais néanmoins, on est à peu près sur ces bases-là pour faire un tour d'horizon cohérent de l'installation du salarié en télétravail. Pour ce qui est des parties point de contrôle référentiel, voilà, tout ça est en train d'être précisément détaillé pour qu'on ne parte pas dans des coûts trop élevés. Voilà. Donc ça, après, le temps et le prix serait aux alentours de cette somme-là. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, nous avons des sollicitations de grands groupes pour effectivement proposer à leurs salariés, motiver leurs salariés le fait que nous puissions venir pour intervenir. Et donc, on étoffe cette offre par effectivement les compétences des diagnostiqueurs immobiliers qui sont bien placés, puisque ça reste un peu leur quotidien de l'habitation et de rentrer chez le particulier, et connaître très bien tous les paramètres de diagnostic, dont on parlait de diagnostic électrique ou du diagnostic gaz, qui fait partie aussi de leur point. Bon, après, on peut aussi avoir un regard sur la partie présence d'un détecteur de fumée, ce qui est aussi des choses nécessaires dans le cadre de l'activité du salarié. Ouais. Charlotte Michaud, aujourd'hui, est-ce qu'on constate des accidents? Alors, est-ce que quand on est en télétravail, c'est des accidents du travail finalement? Et puis, est-ce qu'il y a des sinistralités? Puis, mais aussi, comment dire si c'est un accident de télétravail ou un accident de travail? Parce qu'on ne sait pas vraiment. Alors, il n'y a pas d'accident de télétravail, Ouais. puisque le télétravailleur est soumis à la même législation que le travailleur qui est dans les locaux de l'entreprise. Il n'y a aucune réglementation spécifique aux télétravailleurs, en tout cas en termes de santé, sécurité ou par rapport à la législation des accidents du travail. Ce qui a été confirmé en 2017 avec les ordonnances Macron qui ont reposé un peu les grands principes directeurs du télétravail et l'assouplir un petit peu, c'est effectivement rappeler que le télétravailleur est soumis aux mêmes règles et que l'accident qui arrive aux heures de travail et pendant le télétravail, donc à domicile, est présumé un accident de travail. Alors, en pratique, nous, ce qu'on a constaté, il y a très peu d'accidents déclarés en télétravail. Vraiment, c'est une part minime, même qu'on en parle avec les caisses d'assurance maladie. Aujourd'hui, en tout cas, il y a très peu d'accidents télétravail. En revanche, le télétravail est quelque chose qui se généralise, qui est beaucoup plus important maintenant. Donc, il faut vraiment se poser la question en pratique. D'où l'importance des horaires, puisqu'il y a l'accident de travail quand il a lieu sur le temps de travail. D'où l'importance d'être clair sur les horaires de travail lorsqu'on est soumis à un système horaire et sur les plages horaires. Vous parliez tout à l'heure de la vie privée. Il y a l'obligation pour l'employeur de fixer des plages horaires pendant lesquelles le télétravailleur doit rester joignable. Donc, il y a l'importance par rapport à la vie privée, mais également par rapport à la législation sur les accidents du travail. Et également, bien définir le lieu de travail où le télétravail peut être. Parce que, généralement, c'est au domicile, mais le domicile, résidence principale. Donc, il faut être au clair. Est-ce que c'est n'importe quel domicile? Est-ce que ça peut être la résidence secondaire, à la campagne, dans un café? Donc, ça, bien le définir aussi au niveau de l'employeur. Parce que celui qui se casse le pied sur la terrasse en ayant son ordinateur aux terrasses, au café, est-ce que c'est un accident du travail alors qu'il était aux horaires, mais n'était pas le lieu de travail? L'employeur lui a jamais dit tu peux télétravailler sur une terrasse de café. D'où l'importance d'être clair quand même aussi sur les règles, par accord ou par charte ou un règlement, d'avoir des bonnes pratiques pour minimiser effectivement la reconnaissance d'accidents. Mais en pratique, aujourd'hui, ils sont faibles, mais voilà, Oui. ça peut évoluer. Est-ce que les entreprises aujourd'hui, elles vous demandent, elles sont demandeuses elles sont en train de cadrer tout ça? Alors,
Oui, oui, cadreuse. Alors, soit parce que aussi les salariés et les représentants du personnel sont très demandeurs Ouais. de la mise en place du télétravail et avant même cette période de confinement. Certains employeurs étaient réticents, notamment pensant que ne contrôlant pas directement leurs équipes de visu, voilà, il y aurait du relâchement et moins de productivité. Mais le confinement a pu peut-être montrer que c'était possible. Donc oui, on les assiste et on est sollicité pour justement donner les bonnes pratiques et surtout anticiper les risques. Vous parliez des risques santé. Là, les TMS, je pense qu'il faut prendre très au sérieux ce point-là pour le télétravail très régulier, puisqu'effectivement, à la maison, on n'a pas nécessairement la bonne posture du Mm. dos, des mains. Donc, c'est sensibiliser les télétravailleurs et les managers voilà, pour qu'on évite les TMS et les RPS, comme vous souligniez tout à l'heure. Donc oui, ça, on les aide sur la rédaction des actes, mais également dans la sensibilisation des salariés sur ces thèmes importants. Voilà, pour décrypter l'acronyme, un TMS, c'est troubles musculo-squelettiques, je parle sous votre contrôle, et puis RPS, c'est risques Et risques psychosociaux. psychosociaux. Sur les TMS, c'est finalement Jacques Lechelet pour l'INRS, vous avez des études qui ressortent les principaux risques qu'a le télétravailleur et comment on peut agir pour éviter cela. Effectivement, en télétravail, les risques sont accrus en matière de troubles musculo-squelettiques parce qu'en entreprise, l'employeur porte une attention particulière lorsqu'il choisit son mobilier, l'implantation des bureaux, l'implantation des écrans, la position par rapport à la lumière, la ventilation. Tout ça, ce sont des éléments dont sur lesquels il n'a pas la main à domicile. Et c'est le télétravailleur lui-même, effectivement, qui va choisir la chaise, la table où il va travailler, le plus souvent sur un ordinateur portable. Et là, il y a un certain nombre de conseils à donner aux télétravailleurs que l'entreprise peut aider à donner pour que, malgré le fait que ces équipements ne soient pas exactement les mêmes qu'au bureau, on réduise le risque. Par exemple, il y a la question de la position de l'écran, il y a la position par rapport à la lumière, il y a le choix du siège quand même. Certains travailleurs télétravaillent depuis leur canapé. Ça va peut-être une demi-journée. Si c'est pendant 4 ou 5 jours, pendant plusieurs mois, là, ça devient vraiment critique. Ouais. Et donc, on pourrait avoir, je ne sais pas, Richard Morin, si les diagnostiqueurs ont déjà prévu ça, mais pour commencer par peut-être une auto-évaluation, un document qui est envoyé aux télétravailleurs et puis suite à cette auto-évaluation qui pourrait déclencher un diagnostic. Oui, alors on est typiquement sur le principe du DUER, du document unique d'évaluation des risques. Ouais. Effectivement, le chef d'entreprise peut l'alimenter, le corriger, voir ses écarts, corriger ses écarts. Donc on peut être sur une rédaction de ce type-là, voilà, avec un accompagnement. Voilà. Après, il y a peut-être des sujets sur lesquels le salarié, voilà, une méconnaissance ou voilà, ça reste quand même le pilotage du chef d'entreprise sur la manière dont on doit rédiger les postes sujets à problème, puisque Ouais. le fait, c'est surtout de les identifier pour pouvoir les contrôler, les améliorer. Effectivement, on parle de position de travail, d'éclairage. Il y a effectivement un nombre de choses importantes de façon à pouvoir faire cette amélioration. Donc, ça peut se checker forcément sous forme de la rédaction du document unique, mais l'accompagnement après peut être plus technique sur des choses qui concernent surtout l'environnement, la partie électrique par exemple, le contrôle périodique, ce type de choses. L'environnement, typiquement, peut-être la présence d'une chaudière à tirage naturel dans le local où se trouve le salarié, voilà, ou tout type de sujets sur lequel l'œil du diagnostiqueur pourrait amener un point supplémentaire au niveau de précision, de qualité de l'installation du salarié. Oui. Il y a Patrick qui pose la question à propos du document unique concernant la partie salariée et son domicile, que doit-on intégrer ou renseigner? Est-ce que, Jacques, vous avez des éléments que vous avez listés sur votre guide? Disons que le document unique reste bien particulier à chaque entreprise.
Et l'élaboration du document unique est l'occasion effectivement de se mettre autour d'une table pour réfléchir aux situations de travail et identifier les risques. Et ces risques sont bien sûr différents d'une entreprise à l'autre. Alors certaines entreprises ont mis à jour leur document unique pendant la période de confinement parce qu'effectivement le télétravail durait plus longtemps. Mais certaines entreprises aussi se sont mis en télétravail alors qu'elles n'en avaient jamais fait auparavant. Et là, tout est à faire ou tout est à créer parce que les salariés ont découvert le télétravail à l'occasion du confinement sans préparation, sans préavis. C'est l'actualité qui les a conduits. Et il est encore temps aujourd'hui de mettre en place des formations pour les aider à mieux vivre ce télétravail et à réduire les risques dans leur télétravail. Oui, donc peut-être une idée d'une prochaine conférence pour lister un peu tout ce qui est bonne pratique. Alors il y a Jean-Michel qui pose la question qui est à partir du moment où on a le numérique qui permet est-ce qu'avec le numérique on peut contrôler la présence, Charlotte, hein, je vous pose la question, la présence des salariés, l'assiduité du collaborateur, je ne sais pas si on peut le faire ou pas le faire, mais les entreprises doivent se poser la question parce que je citais tout à l'heure IBM qui dit eh ben oui, on a beaucoup perdu en productivité, ils sont généralisés le télétravail en 2009, hein, rappelant IBM quand même un grand groupe. Et aujourd'hui, un télétravailleur qui ne va pas revenir au bureau chez IBM, ben, il ne peut pas rester dans l'entreprise. Hein. Donc est-ce qu'on peut contrôler la présence, l'assiduité est-ce qu'on peut superviser peut-être à distance? Est-ce qu'il y a des logiciels qui permettent de superviser des paramètres de confort, de sécurité? Là, je reprends la question de Jean-Michel. Alors, sur les contrôles, effectivement, il existe de plus en plus de logiciels très performants qui permettent de contrôler si le salarié à distance est connecté, pas connecté, combien de temps il est connecté, qu'est-ce qu'il fait, combien de temps il est resté sur son document, etc., s'il bouge. Donc ça, vraiment, ça se développe. Alors, au C'est pas, niveau... pas un peu intrusif finalement Alors, au niveau du droit du travail, c'est pas interdit. En revanche, c'est très encadré. Ouais, C'est-à-dire qu'on ouais. contrôle l'activité du salarié. Donc, on ne peut pas Déjà, il faut que le dispositif soit pertinent et proportionné. Ça, c'est très important. Il faut impérativement, ça c'est obligatoire, passer par une consultation des représentants du personnel, donc du comité social économique, avant de mettre en place quoi que ce soit. Donc, c'est une consultation qui doit expliquer le dispositif et notamment ses objectifs. L'idée n'est pas de sanctionner derrière. Ou est-ce que c'est de sanctionner derrière? Bon, donc ça, il faut être très clair avec les représentants du personnel. Et ensuite, informer le salarié qu'il y a un dispositif de contrôle. On ne peut certainement pas le faire à l'insu du salarié. Donc, il y a le contrôle effectivement de présence. Après, alors plus courant et presque obligatoire pour l'employeur, c'est contrôler, comme vous disiez, le temps de travail par rapport à la législation de la durée du travail, puisque l'employeur n'est absolument pas exonéré d'une quelconque obligation sur ce sujet-là, même si le salarié travaille à son domicile, donc en dehors de sa vue. Donc ça aussi, il y a beaucoup d'outils qui sont aujourd'hui développés pour permettre de décompter le temps de travail du télétravailleur, donc qui en se connectant le matin, se déconnectant à l'heure du déjeuner et se déconnectant le soir. Donc ça, c'est aussi des logiciels ou des mécanismes qui existent et qui demandent, avant mise en place, de passer devant les représentants du personnel. Donc ils doivent donner un avis, doivent être consultés, et une information claire et préalable des salariés concernés. Oui. Est-ce que Jacques Lechelet, là je pousse la réflexion, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir demain aussi un logiciel sur la montre? Parce qu'on sait que le télétravailleur, là je parle de montre connectée, mais le télétravailleur, il faut qu'il bouge parce que c'est un gros risque aussi de rester assis, sédentaire. On passe de sa chambre au bureau en faisant une dizaine de pas et puis on ne bouge pas de la journée. Et c'est vrai que quand on fait ça plusieurs années de suite, c'est vraiment pas bon pour la santé. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas se dire demain, les télétravailleurs seront suivis et on s'assurera qu'ils ont fait un nombre de pas suffisant, qu'ils sont sortis, qu'ils sont aérés, parce que pour éviter effectivement les troubles musculo-squelettiques, mais aussi les troubles psychosociaux. Alors, enfin, ce genre de gadget existe déjà qui mesurent et qui veulent aider effectivement à modifier les habitudes. Mais je crois que cette question du contrôle est quand même essentielle, c'est-à-dire que lorsque on parle télétravail, on parle aussi autonomie et on parle aussi confiance. Et c'est effectivement,
c'est assez délicat, je dirais, de bien équilibrer les deux entre autonomie et confiance. Et le contrôle, effectivement, le télétravailleur doit le connaître, comme disait Charlotte, sur ce qu'on contrôle effectivement sur son travail, parce qu'aujourd'hui, les outils informatiques permettent de tout contrôler. On peut contrôler ce qui est tapé sur le clavier, on peut contrôler l'écran, on peut tout contrôler. Donc, ça, c'est vraiment un dialogue entre l'entreprise et le télétravailleur. Il faut bien voir que le télétravail, ce n'est pas simplement mettre des salariés à domicile, c'est quand même revoir l'organisation d'entreprise, Ouais. c'est revoir aussi le management. Et certains managers vivent mal aussi le télétravail. Hein. Il n'y a pas que les télétravailleurs. Alors, les managers sont parfois eux aussi en télétravail, mais parfois aussi vivent mal le télétravail parce qu'ils ne retrouvent plus leur place dans la nouvelle organisation. Parce que leur rôle de manager n'est plus tout à fait le même. Et donc là, il y a de la formation qui est nécessaire, il y a de l'accompagnement pour qu'effectivement un nouvel équilibre se trouve au sein de l'entreprise. Richard Morin, finalement, les diagnostiqueurs sont très habitués au télétravail. Je parle de par leur métier depuis des années, parce que finalement, souvent, ils rentraient chez eux, ils faisaient leur rapport directement depuis chez eux. Est-ce que déjà, en termes de management, les entreprises de diagnostic avaient mis des choses en place pour gérer ce télétravail qui est habituel? Alors, oui, quelques entreprises l'avaient fait, d'autres un peu moins. Et c'est justement le moment de se poser les bonnes questions de façon à pouvoir encadrer plus sérieusement les salariés. Alors, je crois que chaque branche professionnelle qui désire, bien sûr, amplifier le télétravail au sein de sa société doit se poser des questions, des réflexions. Et effectivement, il y aura des discussions précises avec les acteurs, aussi bien de tout ce qui est syndical, plus aussi l'intérêt, l'expliquait à l'instant, du manager, en fait, aussi, hein, parce que c'est pas quelque chose de simple. Donc, tout ça s'organise. Et les diagnostiqueurs se sont déjà un petit peu organisés de cette manière-là, parce que c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui dans notre métier de connaître le temps passé dans un bien immobilier et connaître après le temps de travail de rédaction du rapport. Voilà, donc on s'est aménagé de tout ça. Néanmoins, il y a peut-être des règles un peu plus précises à remettre en place et les entreprises le feront accompagner des discussions qu'il y aura autour de cette évolution. En fait. Ouais. Et donc, quand on regarde en termes de productivité, finalement, est-ce qu'on peut regarder la productivité des collaborateurs, Jacques, et est-ce que c'est un vrai sujet ou finalement c'est un faux sujet, cette productivité? Et peut-être je pose la question aussi à Charlotte, hein, est-ce que les entreprises se posent cette question-là? Alors, votre question peut être interprétée de plusieurs façons. La question, est-ce que le télétravail favorise la productivité? Ouais. Là, je dirais effectivement que ça dépend des entreprises, ça dépend de l'activité. Je pense qu'il y a des activités qui ont besoin de présentiel, d'autres qui peuvent se contenter du virtuel, hein, du travail seul, de réunions à distance. Là, je pense que ça dépend vraiment des entreprises. Après, il y a la question de est-ce que le salarié, est-ce qu'il y a un contrôle de sa productivité par le télétravail? Là, je dirais que le salarié soit en télétravail ou non, le rapport avec sa hiérarchie reste le même, l'évaluation du travail fait reste le même, et le fait qu'il soit en télétravail ou non n'a pas d'impact a priori sur la question de la productivité, qui est une question aussi tout à fait discutable et débattable, hein, cette notion de productivité personnelle. Ouais. Charlotte, oui. Oui, juste pour répondre sur cette question-là, en tout cas, le télétravail, la mise en place du télétravail, c'est avant tout, enfin, nous, ce qu'on voit, et d'ailleurs, c'est ce qui se voit dans les sondages, posé pour les entreprises en termes de QVT, de qualité de vie au travail. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin pour les salariés, une attente des salariés d'avoir du télétravail, notamment sur les grandes zones urbaines, pour diminuer les temps de transport, notamment avoir une charge de travail avec le transport qui est moins lourd. Donc, c'est vraiment posé en premier en termes de bien-être au travail. Je pense que la productivité, en tout
tout cas, n'est pas apparu comme étant le moteur Ouais. du télétravail. C'est en faisant, d'ailleurs, beaucoup le mettaient d'abord en place de manière expérimentale pour voir si ça marchait en Mhm. termes de gestion du travail, de charge de travail, de management. Donc, c'est des phases expérimentales. Après, si ça marche, c'est amélioré. Et comme vous le disiez tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas… Il faut évidemment, il y a des normes dans le télétravail parce qu'il y a une responsabilité de l'employeur sur beaucoup de points, mais le télétravail ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une confiance, comme vous le disiez, une responsabilisation de tous. Hein. Ça ne peut pas fonctionner. Pour qu'il y ait une dynamique, il faut vraiment qu'il y ait une responsabilisation de tous et une confiance après, et les bonnes pratiques et des règles pour que ça fonctionne, que ce soit encadré et minimiser les risques. Ouais. Il y a Gwenaël qui pose la question, comment on fait dans les TPE? Parce que finalement, dans les petites entreprises où on n'a pas de représentant du personnel. On a des salariés, on peut parfaitement dialoguer avec son personnel. Hein. Maintenant, les voies de la négociation se sont pleinement ouvertes. On peut parfaitement soit mettre en place un accord, donc négocier un accord avec le personnel. Donc là, il y a plusieurs modes alternatifs juridiquement qui sont offerts, hein, notamment par une ratification du personnel ou par un salarié mandaté. Sinon, vous avez possibilité de mettre unilatéralement une charte, hein, avec les règles, les principes directeurs du télétravail occasionnel ou régulier, donc les grandes règles pour que ce soit homogène, cadré et que tout le monde puisse se responsabiliser sur le télétravail, notamment le télétravail régulier. Ouais. En termes d'assurance, parce finalement, il n'y a pas d'assurance, je crois savoir, mais vous allez le confirmer, ou Charlotte, c'est en termes d'assurance, il n'y a pas besoin de changer et d'avoir une assurance particulière pour le Alors, à ma télétravail. connaissance, non. Aujourd'hui, on n'impose pas aux entreprises d'avoir une assurance propre pour le télétravail. Alors après, ça Ouais. peut peut-être évoluer. En revanche, côté salarié, il est courant de lui demander que son assurance habitation, hein, multirisque, couvre le télétravail, qu'il en ait informé son assureur. Il y a en principe pas de surcoût pour le salarié d'avoir une assurance de télétravailleur, mais c'est une attestation qui est couramment demandée par l'employeur pour s'assurer que le télétravailleur a bien une assurance habitation. Sur Et ce donc, point-là. en cas de risque TMS, donc musculo-squelettique ou psychosociaux, RPS, finalement, si le salarié en télétravail fait preuve à des pathologies, qui est responsable finalement? Est-ce que c'est Si c'est est-ce que c'est le salarié qui est responsable? Et donc est-ce que c'est pas pour ça qu'il faut faire un diagnostic? Est-ce que c'est le salarié qui est responsable parce qu'il n'a pas mis en œuvre ce qu'il faudrait mettre en œuvre, ou l'entreprise qui n'a Là, pas on rentre accompagné? sur le terrain de la législation du travail, c'est-à-dire Ouais, que tout ce qui est au lieu et au temps de travail pour l'accident du travail, comme je le disais, c'est présumé un accident du travail, donc ouais. quitte à démontrer que ce n'était pas aux horaires ou pas au lieu de travail, donc la terrasse de café ou à 3 heures du matin. Et pour les TMS, pareil, il faut qu'il y ait une déclaration de maladie professionnelle. Et donc là, c'est instruit par les caisses et l'employeur, évidemment, fait ses observations. L'employeur peut insister pour que ça ne soit pas déclaré en maladie professionnelle, qu'il a sensibilisé le salarié, que c'est qu'une fois par semaine, donc ce n'est pas forcément le télétravail qui a engendré un trouble musculo-squelettique. Donc là, c'est quelque chose qui se débat, mais évidemment, celui qui passe 5 jours par semaine pendant des mois en télétravail, voilà, il y a une forte présomption que la pathologie puisse être liée au travail. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver, Jacques, votre guide de l'INRS? Alors, on peut le trouver sur le site de l'INRS, mais je peux aussi vous envoyer le lien si vous voulez le Oui, oui, partage. si vous avez le lien, vous pouvez le partager là dans le document. D'accord. Voilà, je crois Alors, qu'on a fait le tour à peu près du sujet. On a perdu Richard Morin. Je pense qu'il avait une connexion qui n'était pas très bonne. On avait prévu une trentaine de minutes. On a dépassé un petit peu le temps, mais le sujet est tellement passionnant qu'on pourrait rester longtemps sur ce sujet-là. D'ailleurs, il y a encore effectivement des accords qui sont négociés. Je crois que c'est fin septembre, Charlotte, entre Alors, les entreprises et les syndicats. Alors, je vais être plus mesurée, c'est Ouais, qu'aujourd'hui, les partenaires sociaux, salariales et patronales, effectivement, se rencontrent, mais l'objectif est plutôt d'avoir un diagnostic de ouais. la situation pour voir effectivement s'il y a lieu, selon eux, de renégocier l'accord national interprofessionnel qui date quand même de 2005, donc il y a 15 ans, sur le télétravail. Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore point par point de négociation véritablement ouverte, mais c'est effectivement une question de savoir est-ce qu'on renouvelle
où on modifie, révise cet accord national. Parce qu'il y a 2 textes sur le télétravail. Il y a effectivement cet accord de 2005 interprofessionnel et quelques articles dans le code du travail, mais le gros du télétravail aujourd'hui, ce sont les entreprises qui, par la négociation, majoritairement et unilatéralement s'il n'y a pas d'interlocuteur syndical ou autre pour négocier. Mais je pense que l'idée et l'objectif depuis quelques années, c'est vraiment donner la main aux employeurs et à leurs partenaires sociaux d'élaborer ensemble les règles, le cadre du télétravail en termes de mise en place, de responsabilité. Donc, c'est vraiment la main est entre les mains des entreprises et de leurs partenaires sociaux. Voilà, donc ça sera vous qui aurez ce mot de la fin.